L'Allemagne va voter. La lutte pour la présidence du Reich est circonscrite entre Hitler et Hindenburg. Et c'est dans le calme qu'à Berlin, le peuple va aux urnes. Déjà, partout, s'étalent l'effigie d'Hitler, l'homme qui vient. Quelques mois avant les élections allemandes, sous la pression de Washington et sous l'effet de la crise, les réparations ont été annulées. Trop tard pour que l'opinion allemande s'en satisfasse et s'en rassure. En avril 1932, Hitler obtient 37% des voix et arrive en deuxième position. Hitler a perdu, mais c'est l'homme fort du moment. Aucun gouvernement ne peut se constituer sans lui. Sie können uns meinetwegen töten, kapitulieren werden wir nicht. Hindenburg est réélu président de la République. À 84 ans, sous son casque à pointe, ce vieux soldat égaré en politique semble à peine tenir en équilibre. Il se laisse convaincre de nommer Hitler chancelier. Hindenburg paraît momifié. Il vient de signer l'acte de décès de la démocratie allemande. 9 ans après l'échec de son putsch de Munich, Hitler est à la tête d'un parti puissant, sans foi ni loi, appuyé sur des sections d'assaut qui étalent leurs forces et des millions de sympathisants. Il a les mains libres pour mettre en œuvre sa politique, celle-là exactement qu'il avait exposée dans Mein Kampf et à laquelle on n'avait guère prêté attention. Joseph Goebbels, nommé ministre de la propagande, écrit le soir même dans son journal « Nous allons enfin mettre de l'ordre dans cette porcherie ». En février 1933, un groupe de nervis incendie le palais du Reichstag, le Parlement allemand. Ils agissent sur l'ordre d'Hermann Göring, bras droit de Hitler. La police se saisit d'un jeune communiste hollandais qui est présent sur les lieux. C'est un accusé idéal. Dès le lendemain, Hitler attribue le forfait à un complot communiste. Les libertés individuelles sont supprimées. Le PC est interdit. 4000 de ses responsables et un grand nombre d'autres opposants sont déportés dans des camps de concentration, comme Dachau et Oranienburg. La persécution des Juifs est déclenchée. On appelle au boycott de leurs magasins. Les Juifs sont pourchassés et progressivement exclus de la société. Les écrivains juifs ou jugés déviants sont interdits de publication. On brûle dans de gigantesques autodafés les œuvres de Thomas Mann, Bertolt Brecht, Karl Marx, Sigmund Freud, Franz Kafka. Les journaux démocratiques étrangers sont arrêtés aux frontières. Reichsminister Dr. Goebbels spricht zur Jugend. Das Zeitalter eines überspitzten jüdischen Intellektualismus ist nun zu Ende. Le 1er mai, le régime célèbre la fête du travail dans une manifestation gigantesque. Le lendemain, les syndicats sont dissous. En juillet 1933, moins de 6 mois après l'accession de Hitler au pouvoir, le parti nazi est proclamé parti unique. En octobre, l'Allemagne claque la porte de la Société des Nations. Pourtant, sous le regard hostile des démocraties, Hitler redoute d'être isolé. Il se retourne donc vers le dictateur chevronné qui règne sur l'Italie. Benito Mussolini l'accueille à Venise. Le Führer a une mine splendide. Les deux dictateurs se trouvent pour la première fois face à face. À côté de Mussolini, Hitler paraît encore en état d'infériorité. La fille du Duce moque son imperméable trop grand qui lui bat les mollets et son chapeau informe, en contraste avec l'allure flamboyante de son père. Même les actualités de l'époque relèvent le détail. On ne peut s'empêcher de faire une comparaison entre les deux hommes et de constater que décidément le pardessus mastic n'est pas l'uniforme rêvé pour un dictateur.
Hitler souhaite un rapprochement, mais les deux hommes s'affrontent sur la question autrichienne. Hitler veut voir chasser du pouvoir, à Vienne, le chancelier Dollfuss, qui a eu le courage d'y interdire le parti nazi. Mais Mussolini s'y oppose catégoriquement, car il redoute une annexion de l'Autriche par l'Allemagne. Même si les deux dictateurs signent un protocole, ils ne sont pas d'accord sur le fond. Le Duce se gauze du Führer, il confie, il parle comme un gramophone avec tout juste 7 accords à sa disposition. Une fois qu'il les a tous joués, il reprend au début. Quant à Hitler, malgré les apparences, il ne renonce pas à son objectif. Dès son retour, ses partisans tentent un coup de force à Vienne. Tandis que certains s'emparent de la radio et annoncent la démission du chancelier Dollfuss, d'autres font irruption dans ses bureaux et lui tirent dessus à bout portant. Les forces gouvernementales réagissent avec vigueur et font pendre les meurtriers. Le coup de force a échoué, mais le chancelier Dollfuss succombe. Pas plus à Londres qu'à Paris, les gouvernements n'ont bougé. Seul Benito Mussolini éclate de colère. Dollfuss était son protégé. Le Duce ne tolère pas que l'Allemagne étende son territoire jusqu'à la frontière italienne. Il envoie 4 divisions vers le col du Brenner, à la frontière entre l'Italie et l'Autriche. Et il accueille cordialement à Florence le nouveau chancelier autrichien Schuschnigg pour lui manifester sa solidarité. Le soutien italien permet à cet homme intelligent et résolu d'affirmer sa détermination devant la Société des Nations. L'Autriche est fermement décidée, aujourd'hui plus que jamais, de remplir sa tâche, à savoir la sauvegarde de son intégrité territoriale. L'attitude de l'Italie force Hitler à suspendre provisoirement son dessein. Il a manqué l'Anschluss, mais à ses yeux, ce n'est que partie remise. Un mois plus tard, en août 1934, le président allemand Hindenburg s'éteint. La veille, Hitler a fait modifier la Constitution. Il est désormais chancelier et président à la fois. Son pouvoir est à présent sans limite. La prise du pouvoir d'Hitler est un tournant de l'histoire. Elle ouvre un nouvel avant-guerre. Pourtant, le reste du monde n'en prend conscience que lentement.